Depuis 6 mois, le monde est sans nouvelles des lycéennes enlevées dans le nord du Nigeria. Une marche souvenir des femmes jusqu'à la résidence du président Goodluck a été stoppée ce mardi par les forces de l'ordre. Au Maroc, le ministre des Sports, Mohamed Ouzine, a assuré ce mardi qu'une décision définitive n'avait pas encore été prise par son pays en cas de refus de sa demande de report de la CAN 2015. Au Brésil, la mutinerie qui a démarré depuis le lundi dernier dans une prison du Paraná est toujours en cours. Des détenus ont pris en otage 12 surveillants et un nombre indéterminé de prisonniers. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par le Mozambique où près de 11 millions d'électeurs ont commencé à voter ce mercredi. Élire leur président et leurs députés pour les 5 prochaines années. C'est la mission à laquelle sont appelés ce jour donc les Mozambicains. Il s'agit d'un scrutin aux enjeux importants pour la stabilité de ce pays en passe de devenir un important producteur de gaz. Le Frelimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, est donné favori malgré une soif croissante de changement qui s'est manifestée durant les meetings de l'opposition. Pour l'heure, la deuxième force politique du pays qui est la Renamo, dont le chef historique Afonso Dhlakama se présente pour la 5e fois à la présidentielle après 4 échecs. Dhlakama, qui se présente comme le porte-voix des pauvres, a fait mouche auprès des jeunes séduits par son discours anti-Frelimo. Précisons que le Mozambique, riche de son charbon et de sa gigantesque réserve de gaz, est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. Le scrutin intervient en effet après 2 années d'une escalade de tensions entre le parti État et l'opposition de plus en plus marginalisée et dont le chef avait repris le maquis fin 2012. Autre élément à présent dans ce journal, au Nigeria, les forces de sécurité nigérianes ont stoppé une centaine de manifestants qui avaient prévu de marcher ce mardi jusqu'à la résidence du président nigérien Goodluck Jonathan à Abuja. C'était dans le cadre de l'anniversaire des 6 mois de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes toujours portées disparues au nord du pays. Reportage. Les membres du mouvement Bring Back Our Girls n'en démordent pas. Pour marquer les 6 mois de l'enlèvement des lycéennes par le groupe Boko Haram, ils choisissent de marcher jusqu'à la résidence du président Goodluck Jonathan à Abuja. Face à eux, un mur de policiers vêtus de tenues anti-émeutes déployés pour empêcher le mouvement. En tant que citoyens, nous sommes venus demander à notre président où sont nos sœurs. Donc pour nous, c'est ce qui nous a amenés ici. Mais nous avons fait face à des policiers armés même si nous n'avons rien. Comme vous pouvez le voir, c'est tout ce que nous avons, des banderoles, des pancartes, etc. Ce que nous faisons, c'est notre droit constitutionnel. En nous bloquant avec des soldats et des policiers, cela montre que notre démocratie a encore un long chemin à faire. Mais en tant que citoyens du Nigeria, nous sommes ici pour défendre notre démocratie. Et nous voulons que les 219 filles de Chibok rentrent à la maison après 6 bons mois. Les manifestants accusent par ailleurs l'armée nigériane de ne rien faire pour retrouver les filles enlevées. La plupart des militaires ont fait ça comme un business. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous rendre nos filles. Si l'armée était vraiment sérieuse et voulait nous rendre nos filles, elle l'aurait fait depuis longtemps. Au total, 276 adolescentes âgées de 12 à 17 ans ont été kidnappées dans leur dortoir par des hommes armés et emmenées à bord de camions dans l'épaisse forêt de Sambisa, l'un des QG de Boko Haram, non loin de la frontière du Cameroun. Plusieurs dizaines d'entre elles ont réussi à échapper à leurs ravisseurs dans les heures et jours qui ont suivi. 229 filles restent cependant introuvables à ce jour. L'Égypte à présent, l'explosion d'une bombe dans la nuit d'hier à ce matin a fait au moins 12 blessés, dont une femme enceinte dans le centre du Caire. L'information a été annoncée par le ministère de la Santé de l'Égypte, pays en proie à une vague d'attentats revendiqués par des djihadistes depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Il faut dire que ces derniers mois, l'Égypte est le théâtre de nombreux attentats visant les forces de sécurité. Ces attentats sont revendiqués en grande
majorité par deux groupes djihadistes qui se disent liés à Al-Qaïda et qui ont exprimé récemment leur soutien à l'organisation État islamique qui s'est emparée d'une partie de la Syrie et de l'Irak. Le procès de Simone Gbagbo démarre le 22 octobre prochain devant la cour d'assises d'Abidjan, inculpée notamment pour génocide. Après la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame devra répondre de ces accusations dès la semaine prochaine. L'annonce a été faite ce mardi par Hervé Guamene, qui est l'un de ses avocats. Reportage. Oh, honte Ban Ki-moon. Oh, honte Sarkozy. Oh, honte Obama. Ainsi s'exprimait Simone Gbagbo lors d'un meeting pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a secoué la Côte d'Ivoire. Arrêtée le 11 avril 2011 en compagnie de son mari et détenue à Odiéné dans le nord-ouest du pays, elle est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité. La Côte d'Ivoire refuse toutefois de la transférer à La Haye où Laurent Gbagbo est incarcéré depuis plus de 2 ans, arguant que son système judiciaire est désormais en mesure d'organiser son procès de manière équitable. Simone Gbagbo, âgée de 65 ans et surnommée la Dame de Fer, a été autant respectée pour son parcours dans l'opposition que crainte en tant que présidente à Poigne, accusée d'être liée aux escadrons de la mort contre les partisans d'Alassane Ouattara, désormais au pouvoir. Simone Gbagbo et les autres prévenus, dont une partie bénéficie de la liberté provisoire, sont convoqués devant la cour d'assises le 22 octobre prochain, a affirmé Maître Guamene. Quelques 90 autres personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo seront également jugées selon une source judiciaire. Rassemblés contre nous, le lion ne se laisse ni effrayer par leur voix. Aucun partisan important d'Alassane Ouattara n'a pour l'instant été inquiété. La société civile ivoirienne dénonce une justice des vainqueurs manquant d'impartialité. Au Maroc, le ministre des Sports, Mohamed Ouzine, a assuré ce mardi qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise par son pays en cas de refus de la demande de report de la CAN 2015. Il a toutefois réaffirmé les vives préoccupations du royaume chérifien à l'origine de cette demande, estimant qu'il s'agissait d'une responsabilité historique face à la propagation du virus Ebola. Reportage. Mohamed Ouzine a surtout mentionné que la décision que prendra son pays sera d'une responsabilité historique. À presque 3 mois du match d'ouverture à Marrakech, prévu le 17 janvier prochain, le Maroc a demandé le vendredi dernier le report de la plus importante compétition continentale face à la propagation de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 4000 morts. La Confédération africaine a toutefois affirmé le lendemain maintenir les dates et annoncer les réunions début novembre. Le ministre marocain a laissé entendre que cette réunion pourrait avoir lieu avant les 2 et 3 novembre, date jusque-là avancée par la CAF. Nous n'avons pas de visibilité quant au développement de ce virus. Vous voyez, alors nous avons convenu de nous réunir autour d'une table, que ce soit en Namibie ou à Yaoundé, justement pour discuter ensemble des options techniques de cette demande de report. La principale interrogation de l'heure est de savoir si la décision du Royaume de ne pas organiser la CAN en janvier était irrévocable. C'est une décision qui ne dépend pas de nous, si c'est le cas, ce serait une décision souveraine de la CAF. Le problème qui se pose, ce n'est pas au niveau des clubs, c'est beaucoup plus au niveau des supporters. Parce que demain, on verra des supporters qui vont se déplacer pour justement encourager, pour être avec leurs équipes respectives. Et là, on parle d'un nombre qui est très important, c'est dire aller vers les 100 000, 200, 300 000, c'est non plus. Et là, je crois qu'on n'est pas outillé et je vois mal le pays qui est outillé aujourd'hui pour pouvoir assurer le suivi, la sécurité et le contrôle d'un nombre aussi important que ça. La CAN 2015, la seconde à être organisée par le Maroc, doit se dérouler du 17 janvier au 8 février à Tanger, Rabat, Marrakech et Agadir, en présence de 16 nations. La phase de qualification est en cours et le Royaume accueille des rencontres délocalisées de la Guinée, un des 3 principaux pays touchés par le virus Ebola. Le tirage au sort de la phase finale est prévu pour le 26 novembre prochain à Rabat.
Sur le continent asiatique, à présent, les manifestants pro-démocratie se sont heurtés aux premières heures de la matinée de ce mercredi à des centaines de policiers qui tentaient de les déloger des barricades qu'ils venaient d'ériger sur une importante avenue proche du siège du gouvernement. La police a annoncé avoir arrêté 45 personnes, 35 hommes et 8 femmes. Après une heure de confrontation, les forces de l'ordre avaient regagné le contrôle de la route proche du siège du chef de l'exécutif hongkongais. Toujours dans la matinée de ce mercredi, la police de Hong Kong s'est retrouvée sous le feu des critiques après les violences subies par un manifestant au cours des heures les plus violentes du moins, en 15 jours de manifestation. Une vidéo diffusée par la télévision locale a montré 6 policiers en civil en train de traîner un manifestant menotté. Sur le continent américain à présent, une mutinerie est toujours en cours dans une prison du Paraná au sud du Brésil. Des détenus ont pris en otage 12 surveillants et un nombre indéterminé de prisonniers. Des représentants de la gendarmerie et un juge ont commencé à négocier lundi soir avec les mutins qui réclament de meilleures conditions de détention et de transfert. Le transfert dans une autre prison des détenus condamnés pour crimes sexuels. La mutinerie a débuté lundi matin dans le pénitencier de Guarapuava, dans le centre de l'État. Il s'agit de la 5e rébellion en un peu plus de 1 mois dans les prisons du Paraná et le 21e, bien évidemment, depuis décembre 2013. Toujours en Amérique du Sud, les montagnes qui entourent Iguala, la ville mexicaine où ont disparu 43 étudiants, cachent sous leur épaisse végétation un cimetière clandestin d'où plus de 80 corps ont été exhumés cette année. Cela est dû à des violences imputées aux autorités mexicaines locales et aux cartels de drogue qui y font régner la terreur. Reportage. Les montagnes d'Iguala au sud de Mexico. C'est ici que 43 étudiants ont disparu, provoquant un scandale national qui ébranle le pays jusqu'au plus haut niveau de l'État. 28 corps ont été récemment découverts dans des fosses communes sans que l'on sache encore s'ils appartiennent aux étudiants. Des pentes escarpées et difficiles d'accès qui, selon les habitants, se seraient transformées en véritables charniers du crime organisé. Des fosses sont trouvées fréquemment, ou même sans fosse, des cadavres à ciel ouvert, jetés dans la montagne, dans les rivières. C'est alarmant ce qui se produit. Car depuis le début de l'année, ce sont au total 80 corps dans des fosses qui ont été exhumés à Iguala et ses alentours, selon la police de l'État de Guerrero. Une violence extrême attribuée au cartel local, les Guerreros Unidos, dont le maire de la ville en fuite ferait partie. Une violence dont était directement victime Jorge Popoca, dirigeant d'un syndicat de commerçants. 3 de ses collègues ont été assassinés et sa femme et ses 2 enfants de 1 et 4 ans sont disparus depuis la fin août. La sécurité est censée être entre les mains de la police municipale d'Iguala et regarde ce qui est en train de se passer, regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Maintenant, on se demande, qu'est-ce qui va se passer après? Depuis la disparition des étudiants, 26 policiers municipaux accusés de lien avec les Guerreros Unidos ont été arrêtés. Épreuve du climat de terreur qui règne sur la ville, une banderole a été posée samedi par ce cartel, menaçant de tuer des innocents s'ils n'étaient pas libérés. Une affaire qui met en lumière l'infiltration profonde des cartels de la drogue dans l'état de Guerrero, au point que le gouvernement a été contraint d'envoyer la police fédérale et l'armée prendre le contrôle de la ville, sans que les habitants ne soient vraiment rassurés. Avant, nous nous arrêtions de travailler vers 21h30. Et maintenant, tous les chauffeurs arrêtent vers 19h30. Nous arrêtons pour éviter une fusillade ou que la police arrive. Parce que ça nous fait peur. Nous ne savons pas s'ils sont bons ou mauvais. Guerrero reste sous haute tension, alors que les manifestations se multiplient à travers l'État et que des groupes de milices civiles sont venus par centaines appuyer la recherche des étudiants. L'identification des 28 corps retrouvés dans les fosses communes est attendue dans les prochains jours. Une bombe à retardement potentiel s'il se révélait être les étudiants d'Ayotzinapa. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi, Madame, Monsieur. Retenez que l'information d'Afrique et d'ailleurs est en continu, bien évidemment, sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.